Il faut vraiment que ce soit l'après-midi d'un mardi. Parce que c'est l'âge d'or qui me l'a demandé comme ça. Moi, je n'ai pas choisi ce jour-là plus qu'un autre. Patrick Dauphin, ce matin, nous balade dans le Marais. On est vraiment au début du XVIIe siècle. Donc on quitte la rue de Bellem, qui se termine là, ou qui commence là, comme vous voulez, sur la rue de Turenne. Alors, rue de Torigny, vous voyez l'ancienne plaque de rue, là, rue Saint-Gervais, enfin, devenue rue Gervais à la Révolution. Ce vieux quartier semble relater toute l'histoire de Paris. C'est une église qui a été construite à la Restauration et il n'y a pas beaucoup d'églises de cette époque-là. Ça a été construit par God qui en a construit un certain nombre d'autres dans Paris. Le principal intérêt, c'est le tableau de Delacroix. Le Moyen-Âge marque la naissance du Marais. La Renaissance y voit poindre les premiers hôtels. Régulièrement construits par une noblesse de robe, serviteurs de l'État anoblis par leur charge. Donc le décor, évidemment moderne, sur cette porte d'entrée, c'est les trompes de chasse. Là. Les deux sont de Villedot. Lui-là, on ne le voit que de ce côté-là. Il n'a plus sa façade sur la rue de Turenne. À quoi peuvent bien servir ces hôtels désertés depuis longtemps, avec leurs cours vides et leurs jardins immenses? Ah, oui, mais ça c'est commercial. Vous allez voir, c'est celui-là qui a été repris par Jacob de Lafont et qui est ouvert parce que c'est l'exposition de Jacob de Lafont. C'est celui-là l'hôtel du Grand Honneur. Voilà. Donc on va prendre la rue Sainte-Anastase. D'autres hôtels particuliers sont devenus des musées. C'est le cas de l'hôtel de Juigné, ancien siège de l'ambassade de Venise, avant d'appartenir à l'évêque Leclerc de Juigné, devenu archevêque de Paris. Dans cet hôtel, Honoré de Balzac écrivit les plus belles pages d'Ulysse dans la vallée. Cet hôtel, que l'on appelle l'hôtel Salé, nom qu'il doit à Pierre Aubert, seigneur de Fontenay, fermier des Gabelles, à cause d'une statue de femme en sel, mais aussi parce que le sel a fait la fortune d'Aubert, fut transformé par Maurice Donnet en école pour les centraliens jusqu'en 1884, puis abrita une école de métiers d'art. Il est maintenant le musée Picasso. Le Marais, pour moi, c'est une de mes balades favorites. Le siècle de Louis XIII consacre le Marais comme le quartier à la mode, chanté par les poètes et habité par l'élite de la cour. À cet apogée, qui culmine et s'achève en même temps sous Louis XIV, succède le crépuscule. Un lent engourdissement, la défaveur des modes de ce terrible siècle des Lumières plonge le Marais dans un sommeil de 100 années, d'où le tirent, dans un fracas de machines et d'outils, les artisans et les ouvriers que la révolution industrielle a multipliés dans la capitale. En 1965, le Marais est devenu le premier secteur sauvegardé de la capitale. Les démolitions ont cessé officiellement. Voilà des immeubles modernes qui sont gentils, qui sont astucieux comme... Ah oui, oui, qui décorent tout à fait. Moi fait. j'aime bien la rénovation de ce quartier, je trouve que ça a été réussi. Réjouissez-vous, amoureux du vieux Paris. Le quartier du Marais n'a pas été détruit, et chaque construction, chaque fois, permet de sauvegarder son âme de vieux quartier. Ça faisait partie d'un plan d'urbanisme fait par Henri IV. Bon, Henri IV a créé la place Royale, c'est-à-dire la place des Vosges, et il voulait construire une autre place qui aurait été avec des voies partant en éventail et qui porte le nom des provinces. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a déjà traversé la rue de Bretagne, la rue de Poitou, il y a la rue de Normandie un peu plus loin, il y en a tout aussi la rue du Perche, etc. Et au départ, il devait y avoir une place qui s'alignait soit sur la rue de Turenne, soit même sur le boulevard, qui se trouve un peu derrière, et avec cette rue semi-circulaire au départ de l'éventail. Voilà. Bon,
sur un plan de Paris actuel, on repère bien tous ces noms de provinces, mais c'est pas évident comme plan. Hein. Ah oui. J'ai vu les gravures, c'était le plan d'origine où c'était bien régulier. Là, ça part un peu dans tous les sens. L'hôtel Donnan abrite la collection d'Ernest Cognac et de Marie-Louise G. La construction de l'hôtel d'Angoulême, appelé maintenant hôtel Lamoignon, commença en 1590 et se termina en 1611. L'hôtel fut élevé pour Diane de France, fille légitimée du roi Henri II, sous le nom de duchesse d'Angoulême. Après la Révolution, l'hôtel est loué à des particuliers. C'est là qu'Alphonse Daudet a écrit Fromont jeune, Risler aîné et Jacques. C'est en 1968 que la bibliothèque historique de la ville de Paris s'est installée dans l'hôtel Lamoignon, ancien hôtel d'Angoulême. Une petite surprise pour les touristes. La pâtisserie que nous allons voir propose des chapeaux. Tout près, le musée Carnavalet occupe à la fois l'hôtel Carnavalet et l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Voilà la cour de l'hôtel Carnavalet, avec la statue de Louis XIV par Poisson. Et toutes les sculptures du haut sont de Jean Goujon. Ça représente naturellement c'est les mois et les saisons. Il y a un peu tout. Vous voyez, Capricorne, Balance, Cancer. L'événement le plus marquant pour Carnavalet est le séjour qu'y fit Madame de Sévigné de 1677 à 1696. Nous nous rendons à présent vers la place la plus ancienne de Paris, la place des Vosges. Ancienne place royale, elle fut construite de 1605 à 1612 par Henri IV. Elle a été inaugurée en 1612 à l'occasion des fiançailles de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Le centre de la place était plat, sablé, dégagé. Il servait de terrain aux cavalcades, aux tournois, aux jeux de bagues et parfois aussi à des duels dont certains sont restés célèbres, comme celui qui coûta la vie à François de Montmorency-Bouteville en 1627. Elle fut rebaptisée place des Vosges en 1848 à l'occasion de la proclamation de la Seconde République. Ce nom fut choisi en l'honneur du département des Vosges, le premier à s'acquitter de l'impôt sous la Révolution française. De style Louis XIII, l'hôtel de Sully constitue un remarquable exemple de ce qu'on a appelé la tentation baroque. Sous la Révolution, il fut envahi par le commerce et partagé entre d'innombrables locataires. Racheté par l'État en 1944, il put retrouver son aspect originel grâce à une campagne de restauration achevée en 1976. Il est actuellement le siège du Centre des Monuments Nationaux. L'église Saint-Paul-Saint-Louis fut construite entre 1627 et 1641 par les architectes jésuites Étienne Martelange et François de Rang, sur ordre de Louis XIII. La première messe y fut célébrée par le cardinal de Richelieu en mai 1641. Bossuet y prononça des oraisons. Madame de Sévigné y assista à tous les sermons du célèbre prédicateur Louis Bourdaloue, dont le corps repose dans la crypte de l'église. Le lycée Charlemagne a d'abord fait office de maison professe de l'ordre des Jésuites. Le lycée ne fut créé qu'en 1804 par Napoléon Bonaparte. Il va de pair avec le collège Charlemagne qui se trouve juste en face et qui côtoie l'enceinte de Philippe Auguste. La canicule 2006 s'était terminée la veille de cette balade. Je connais bien, j'ai toute une documentation. Ça prend du temps, mais c'est mon plaisir. Le club vidéo